Donc voilà, la WWE, faut pas qu'ils oublient pourquoi ils sont là. C'est grâce à nous, hein. Ça faut pas l'oublier. Je vous le dis comme je le pense, la WWE, je suis très content de ne pas avoir fait partie des milliers de gens qui ont été bloqués, soit au stade, soit à Secaucus au New Jersey. C'est absolument inacceptable. Et si personne ne prévient que la WWE sont les seuls débiles à faire un show qui termine à minuit 30 quand il commence à 17h, le New Jersey, dans leur tête, ils se disent pas que c'est possible. Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Ça y est, nous sommes de retour en Europe après ce formidable week-end WrestleMania 35e édition. Alors, il y a des vlogs qui vont arriver, les vlogs suivants sur la chaîne avec Ali de Catch Club. Il y a encore, attendez, jour 2, jour 3, jour 4, il y a encore 3 vlogs, il me semble, qui arrivent sur la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est la review, entre guillemets, la review live de WrestleMania du rêve au cauchemar. Et on va voir pourquoi. Alors, pour le moment, le rêve, c'est parce que c'est vraiment encore, malgré le fait que ce soit la 8e édition pour moi, 8e WrestleMania live, c'est toujours un petit rêve de gosse comme ça qui se réalise année après année. Mais vous allez voir que ce WrestleMania est devenu à bien des égards un cauchemar absolu. Heureusement, ni pour moi, ni pour Ali, ni pour les 14 passionnés qui ont voyagé avec nous à New York, mais pour beaucoup de monde, c'est devenu un véritable cauchemar. Voici la tête que j'aurais très probablement, oui non, c'est sûr, que j'aurais faite si j'avais eu l'énorme malchance de faire partie des milliers et des milliers de fans de catch qui faisaient partie de ceux qui ont eu des petits problèmes. Vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, WrestleMania, c'est sûr que c'est la fête, tout est beau, c'est le plus gros événement au monde, événement de catch bien entendu. Et dans cette vidéo, je tiens bien à préciser qu'il s'agit d'une review live, parce que regarder le show à la télé et vivre l'expérience sur place, que ce soit en positif ou en négatif, ce sont deux choses totalement différentes. On peut avoir des shows à la télé qui sont super et en live c'est une vraie purge, et à l'inverse, à la télé ça peut être une grosse daube, alors qu'en live c'était une superbe ambiance. Donc la review de WrestleMania 35 version live. Alors je précise aussi que l'expérience dans le stade peut changer par rapport à là où on est placé, que ce soit par rapport au décor qui gêne, à l'ambiance de la foule. Il y a des sections où l'ambiance est électrique, et il y a d'autres sections où les mecs dorment et sont assis sur leurs mains. Il y en a d'autres où, comme nous malheureusement, il y a des conditions climatiques complètement dantesques. Bref, voilà. Donc d'une part, live contre télé, et au sein des expériences live, il y a plusieurs types d'expériences, et c'est notre expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de parler du catch, de parler de WrestleMania en lui-même, ce show qui a duré 7h30, eh bien je veux aborder la partie cauchemar en premier. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer un petit peu pour aller directement dans tout ce qui est combat et tout ça. Par contre, WrestleMania a duré 7h30. Le show a terminé à, un tout petit peu moins. Il a terminé à minuit 25. Que dire? Premièrement, dans le stade, dans notre section, il faisait un froid terrible. Un froid horrible, franchement. Au début du show, ça allait. On était dans la bonne ambiance, bonne atmosphère. Et puis petit à petit, il a commencé très vite à faire très froid, parce qu'en fait, l'architecture du MetLife Stadium fait que c'est pas fermé, et nous on était à la fin d'une section qui donnait sur, on va dire, l'espace, cette grande zone géographique du New Jersey qui est une plaine ouverte, et donc il y avait beaucoup de vent, et il a fait extrêmement froid. On n'était pas préparé. Pourquoi? Parce qu'en partant, la météo nous disait oui, 15-17 degrés, et puis quand on est parti, il a fait, je crois qu'il faisait 20-22, gros soleil, donc forcément. Moi j'avais emmené des kawaii, j'avais emmené des gants, j'avais emmené des chaussettes de foot pour être bien préparé. Et quand on a vu la météo et les prévisions météo, je me suis dit, je ne vais pas non plus m'habiller en montagnard pour aller au catch, sachant que, voilà, a priori, ça ne devrait pas être trop frisqué. Eh bien non, j'aurais été bien inspiré d'emmener à la fois mon kawaii pour me couper du vent et mes gants pour me réchauffer les mains, parce que là j'avais un t-shirt, j'avais un sweat à capuche et ma veste d'hiver, plus une grosse écharpe, et pourtant j'étais gelé. Donc déjà ça a entre guillemets un petit peu empêché de vraiment profiter de l'expérience WrestleMania. Cette expérience WrestleMania, elle a duré 7h30. Et en termes de réaction dans la foule,
à partir du match Kofi Kingston-Daniel Bryan. Il y a eu vraiment une grosse chute. Le show, bon, ça on va en parler un petit peu plus tard, mais le show, il n'a fait que monter, il n'a fait que progresser. C'était un super WrestleMania, franchement, jusqu'au match Daniel Bryan-Kofi Kingston. Et après ça, c'est tombé en flèche. Et à chaque fois qu'il y avait un match de plus ou un segment, quand il y avait Alexa Bliss à la fin qui a annoncé les 82 000 personnes, au moment où elle est apparue, alors que les gens attendaient de tout cœur ce main event qu'on attendait depuis des heures et des heures et des heures, quand la nana elle s'est pointée, mais le stade a commencé à grouiller comme ça, on disait non putain, on veut du catch, on veut que ça se termine, ce qui est franchement absolument pas positif. Donc voilà, ça c'est pour le show, mais j'avais dit on va revenir là-dessus en détail après. Qu'est-ce qui s'est passé après le show? Le show termine à minuit 30. Pour revenir du MetLife Stadium, il y a plusieurs options. La première, c'est des navettes en bus qui amènent directement au centre de New York. En général, c'est des navettes d'hôtel. Par exemple, le Hilton ou le New Yorker, qui sont pas loin du Madison Square Garden, c'est comme ça qu'ils procèdent. Nous, avec le groupe, en fait, on avait tout simplement le petit billet de train qui fait le MetLife jusqu'à Secaucus, qui est une station au New Jersey. Et de Secaucus, on va à Penn Station, station de laquelle on prend le métro qui nous amène à quelques minutes à pied de l'hôtel. C'est ce qu'on avait déjà fait en 2013 pour WrestleMania 29, donc aucun souci là-dessus. Sauf que quand on sort, on voit la marée humaine de gens qui attendent le train. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers, comme dirait Elite Catch Club, qui toujours exagère les chiffres en dizaines. Bref, peu importe. Le premier train part et on voit que finalement, bon, ça avance plutôt pas mal. Et puis deuxième train part, troisième train part, et nous, avec la chance qu'on a eue, vous allez voir pourquoi on a eu de la chance, sur les coups de, je dirais à peu près 1h15, on a pu prendre le train pour aller à Secaucus, au New Jersey. Là-bas on est arrivé, on s'est tout de suite dirigé vers la plateforme pour prendre le train qui nous ramène sur New York. On est rentré dedans, voilà, certains étaient assis, certains étaient debout, mais en tout cas on était dans ce train. Jusque-là, tout se passe bien. Et on est parti de Secaucus aux alentours de 2h05, 2h10. Je me souviens très clairement avoir vu l'horloge de 1h58. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, on a déjà 14 minutes de retard, parce que théoriquement, le train dans lequel on était aurait dû partir à 1h44. Mais bon, toujours est-il qu'il est parti entre 2h05 et 2h10. Ensuite, on est arrivé à la Penn Station, et puis on a pris le métro pour rentrer à l'hôtel. Le lendemain matin, on s'est levé un petit peu tard, effectivement, parce qu'on s'est couché aux alentours de 4h du mat'. Et quand on a allumé l'ordi, Twitter, les sites de news et tout ça, on a vu que c'était autrement, que c'était une vraie autre histoire pour beaucoup de gens, des milliers de gens. Alors il y a eu deux situations. La première situation, c'est la situation train. Première situation cauchemardesque, c'est-à-dire que après qu'on ait pris ce train, il y avait encore derrière nous des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui attendaient pour prendre le train. Sauf que elles, eh bien, soit elles n'ont pas pu partir du stade, soit elles n'ont pas pu repartir de Secaucus. Donc dans tous les cas, elles étaient bloquées au New Jersey. On a vu un message qui avait été posté, un tweet qui a été posté à 2h22 du matin à Secaucus, c'est-à-dire 15 à 20 minutes à peine après que nous soyons partis. C'est-à-dire qu'à un train, on aurait pu être dedans. Et putain, je peux vous dire que si ça avait été notre cas, j'aurais pété un câble. Et ça, c'est la faute de la WWE qui n'a prévenu personne que le show allait durer des putains de millénaires. Donc à 2h22 du mat', il y a des milliers de personnes qui sont bloquées au New Jersey, sans aucun moyen de rentrer. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé après, on n'a pas eu de détails. Très probablement ils ont dû payer 50, 100, voire on a vu des prix jusqu'à $200 pour des voitures pour retourner à New York. Donc ça c'était la folie pure. Pour ceux qui étaient bloqués au MetLife, en plus vers 1h15, 1h20, il a commencé à pleuvoir. Là aussi on a eu beaucoup de bol, parce qu'il a commencé à pleuvoir juste après qu'on parte. Ça c'est le premier cauchemar. Deuxième cauchemar, c'est pour ceux qui avaient prévu de rentrer en Uber. Là aussi, il y avait une file extraordinairement longue. Et donc voilà le cauchemar Uber aussi, donc au-delà du cauchemar ferroviaire. Le cauchemar Uber, c'est que ces milliers et milliers de personnes ont commandé un taxi. Sauf que les taxis n'arrivaient pas. 10, 20, 30, 40 minutes, ça n'arrivait toujours pas. Donc il y en a plein qui se sont dit, allez, on va bouger et on va commander un taxi plus loin de ce point qui est vraiment trop aggloméré, complètement congestionné. On va marcher 1, 2, peut-être 3 km, et puis on va voir ce que ça donne si on commande un taxi depuis là-bas pour qu'il récupère, vous voyez, un autre point que le point fixe déterminé par le Uber Spot du MetLife Stadium. Sauf que ces gens
qui ont marché à ce moment-là déjà sous la pluie, pardon, donc franchement il caillait. Ils ont marché, pour certains, ils ont mis plusieurs kilomètres, et malgré ça, à chaque fois qu'ils commandaient un Uber, eh ben, le logiciel disait non, le point de rendez-vous pour Uber, c'est au stade. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et dans les deux cas, franchement, je remercie, je ne sais pas si c'est une force invisible, si c'est Dieu, si c'est le destin, si c'est peu importe, je remercie le fait qu'on ait pu rentrer à l'hôtel dans des heures, qu'on ait pu rentrer tout simplement à l'hôtel. C'est quand même ouf de se dire ça quand on s'est couché à 4h du mat'. On était claqués, bon, on a vécu WrestleMania, mais logistiquement, la manière dont a géré le truc, la manière dont la WWE a géré le truc, franchement, c'était une honte absolue, et je tiens à le préciser. L'année dernière, à la Nouvelle-Orléans, c'était pas si grave, franchement, c'était pas si grave, parce qu'on est au centre-ville, voilà, on sort à peu près rapidement du parking pour ceux qui sont venus en voiture, sinon il y a les trams, sinon il y a la marche, bref, voilà, même à 1 heure de marche, on aurait pu rentrer à notre hôtel. Donc voilà, sauf que là, on est au New Jersey, on est à Perpète, on est au bout du monde, et il n'y a pas de putain de train pour rentrer. Je peux pas imaginer le calvaire, le cauchemar qu'ont vécu ces gens. Et donc ce cauchemar, c'est tout simplement parce que ce WrestleMania a duré 7h30, bordel de merde, il faut le rappeler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce WrestleMania? Le pré-show, Buddy Murphy contre Tony Nese, très très bon match. La bataille royale des hommes, voilà, bof. La bataille royale des femmes, pareil. Ouais, celle des hommes, en plus, c'était plus un angle qu'autre chose avec les deux mecs de Saturday Night Live. Et puis, on a eu ce que j'avais déjà annoncé au mois de janvier, Kurt Hawkins et Zack Ryder qui battent les Revival pour les championnats par équipe. Le pré-show était plutôt sympa, l'ambiance commençait à être bonne. Nous, franchement, on caillait déjà. J'étais déjà allé chercher des frites au fromage fondu là pour nous réchauffer un petit peu. Ensuite, le show principal a commencé sur les chapeaux de roue avec d'abord Hulk Hogan et ensuite Seth Rollins qui bat Brock Lesnar en même pas 3 minutes. Donc ça part sur les chapeaux de roue. On commence avec du lourd, l'ambiance est au top. L'ambiance redescend un petit peu pour Orton et Jay Styles qui a duré 16 minutes. Le match était plutôt bon. Une fois de plus, hein, c'est l'expérience stade, c'est pas l'expérience télé. Par contre, l'ambiance était... Ouais... Il n'y avait pas trop d'ambiance dans ce match, surtout qu'il y avait une section de tout le stade qui avait un projecteur en plein visage pendant une grande majorité de ce match. Ils n'étaient même pas capables de... C'est même pas que c'était trop petit pour regarder. Le ring, même avec la distance, c'est tout simplement qu'ils ne pouvaient pas voir le ring à cause de ce projecteur, ils étaient en contre-jour. Donc ça a aussi joué. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme combat? On a eu le match à 4 équipes de SmackDown. Je dirais que c'était peut-être le deuxième meilleur match de la soirée, ouais. Assez rapide, mais très intense. Bonne ambiance de la foule. Voilà, les Usos conservent leur titre. Bonne expérience. Il fait toujours froid, mais pour le moment, ça va. On est bien dans le show. Alors après, j'ai eu c'est pas une mini frayeur, mais Shane contre le Miz, je sais pas comment c'était à la télé, mais dans la foule, ça n'a aucun intérêt. Les mecs se sont baladés, ils se sont fightés quasiment tout le temps dans la foule. On a eu Papa Miz qui est égal à lui-même, c'est-à-dire... putain, bon, j'en parle pas. Et puis ouais, ils se sont fightés dans la foule pendant la plus grande majorité du match, jusqu'au spot de fin de combat qui... Quand on a capté qu'il y avait l'échafaudage et tout ça, nous on s'est dit, ouais putain, la mort, la death qui arrive, ça va être cool, les mecs vont faire un truc de taré, sauf qu'après... nous on était du côté où il y avait le matelas, et c'est vrai que ils ont fait une petite grosse superplex c'était pas trop mal, mais disons qu'en live c'était un peu mou quoi. À la télé, a priori on a vu des ralentis, ça avait l'air vraiment bien mieux et beaucoup plus impressionnant, genre les mecs sont tombés de 55 mètres quoi. En live non, on n'a pas eu tout ce feeling. Et après on a eu le championnat féminin par équipe remporté par les Iconics, que dire si ce n'est que... Ouais, bon. Voilà, pas grand chose. Donc là, le show a très bien commencé, ensuite il y a eu ce petit coup de mou, et ensuite on a eu ce qui a... Franchement, c'était une des plus grosses pop de WrestleMania. Kofi Kingston qui bat Daniel Bryan et qui devient champion du monde de la WWE à l'issue d'un très très bon combat. Je sais pas si je ferai une review avec des points de suture, des notes, etc. Mais toujours est-il que c'était un super match, même en live. La foule était vachement chaude. Il suffit de voir comment le stade s'est levé d'un seul homme lorsque Kofi Kingston a remporté le titre. C'était un très bon moment. Et à ce moment-là, je me suis dit,
franchement, c'est quand même... Ouais, c'est... Voilà, c'était bien, quoi. Il y avait de la surprise avec le premier match qu'on n'attendait pas forcément à cette place, ce match pour le championnat du monde, le match SmackDown. Donc voilà, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et le froid qui était pourtant, il était là. Hein. Moi j'étais emmitouflé, je mettais mon écharpe, elle était ici pour garder un petit peu de chaleur. J'allais aux toilettes parce qu'il y avait un petit peu plus de chaleur dans les toilettes pour me rincer les mains avec de l'eau chaude. Bref, c'était quand même difficile. Par contre, à partir de là, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu Samoa Joe et Mysterio, on a eu Roman Reigns contre Drew McIntyre, on a eu Triple H contre Batista. Cette daube qui a duré une demi-heure. On a eu Baron Corbin. Bref, après le match Kofi Kingston, Daniel Bryan, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la foule, elle a chuté d'un seul coup. C'est comme si tout s'était éteint. Et puis on regarde l'heure, on commence à regarder l'heure, et on se dit putain, il reste encore 5 matchs, il reste encore 4 matchs, il reste encore 3 matchs. Et puis, alors le seul truc qui a sauvé, c'est moi, mon moment préféré du show. Allez, moment préféré numéro 2. Moment préféré numéro 1, c'est bien sûr la victoire de Kofi Kingston, mais mon moment préféré numéro 2, c'est le retour de John Cena en Thuganomics avec Elias. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et puis la manière dont c'était géré, c'était franchement génial. Donc, ça montre bien que, même si le show est très long, même s'il fait très froid, s'il y a quelque chose dans le ring, si quelque chose se passe qui est vraiment intéressant, on oublie tout ça, et c'était le cas pendant cet angle avec John Cena et Elias. Quelques instants pendant lesquels mon cerveau a simplement profité du truc. Mais en dehors de ça, jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin du show par contre, j'ai pas peur de le dire, c'était insoutenable. Joe Mysterio, 1 minute, c'est pas bien grave. Drew McIntyre, Roman Reigns, aucune ambiance. Visiblement, il y avait des trucs dans la foule qui ont fait que l'attention de la foule s'était détournée du combat. Donc quand il y a eu des huées, c'était pas forcément à l'encontre du combat, c'était plus des trucs qui se passaient dans la foule. Donc voilà, le public n'était pas attentif, ce qui a malheureusement heurté et blessé l'impact du combat, qui finalement était plutôt bon, on va dire, hein. Objectivement, techniquement, entre guillemets, mais au niveau de l'ambiance, il se passait rien dans le stade. Après ça, putain, on a eu Triple H contre Batista. Alors Batista qui trébuche, Triple H avec son entrée, sa grosse entrée de beauf américain, comme chaque année. Un match plutôt créatif au début, ça je leur laisse, avec l'histoire du piercing, voilà, ça l'aimait. Ça a vraiment tiré en longueur 1 demi-heure, putain, mais j'en pouvais plus, et la foule n'en pouvait plus. Psychologiquement, la foule, à un moment, ce qu'on appelle, elle a fait un check-out. Elle a dit, allez, c'est bon, j'abandonne. Je veux une seule chose, c'est que le show se termine maintenant, parce que là, c'est plus possible. Ensuite, on a eu Baron Corbin contre Kurt Angle. Match de 6 minutes, il me semble. Ok, bon, c'est la tradition du catch, hein, quand quelqu'un quitte une fédération ou termine sa carrière, cette personne perd le combat. C'est la tradition. Donc il ne faut pas non plus s'offusquer par rapport au fait que Baron Corbin ait gagné. Par contre, moi, ce qui m'a fait un petit peu mal au cœur, c'est que, en fait, j'ai vu le dernier match de Kurt Angle, et Kurt Angle, putain, je l'ai adoré, pas forcément en 99, à ses tout débuts, il a commencé au Survivor Series 1999, mais dès le Rumble 2000 contre Taz, c'était absolument génial. Petite coupure, j'ai changé de batterie, donc je disais que Kurt Angle, je l'avais absolument adoré en 2000, 2001, même 2002 avec sa feud contre Edge, lors de laquelle il est devenu chauve. Kurt Angle faisait partie de mes catcheurs préférés, franchement, il était au top, et quand je revois un petit peu sa carrière comme ça, tout ce qu'il a réussi à accomplir, et que je me dis que j'ai vu son dernier match lors de WrestleMania, mais que c'était un match qui n'avait aucun intérêt, dont tout le monde se foutait, tout le monde n'avait qu'une envie, c'est que tout se termine le plus vite possible pour terminer ce show, pour rentrer à la maison. Ça me fait un petit peu mal au cœur. Après ça, il y a encore eu Finn Balor contre Bobby Lashley, là aussi ça a duré moins de 5 minutes, donc voilà, on ne peut pas dire que c'était bon ou mauvais, c'était suffisamment court pour que ce soit pas trop long. D'ailleurs, je me dis, quelle chance que Rollins, le match pour le championnat intercontinental, et Samoa Joe et Mysterio aient été aussi courts, parce qu'en termes de temps de combat, ces 3 matchs ne dépassent pas les 10 minutes. Donc imaginez si ces matchs avaient été, entre guillemets, normaux, quoi, avec 10-12 minutes de combat, là, on aurait terminé le show à 1h15 ou 1h30 du mat. Enfin bref, on marche sur la tête. Donc heureusement, je ne sais pas s'ils ont booké ça pour être sûr que le show soit plus court, ou si, entre guillemets, ils savaient qu'ils étaient contraints de booker certains matchs de manière très courte, et ils ont choisi ces 3-là. Toujours est-il qu'après Finn Balor, Bobby Lashley,
On est enfin prêt à passer au main event, là il est 23h50. Et là, alors aussi bien pactée, aussi délicieuse soit-elle, eh bien c'est Alexa Bliss qui arrive. Et là, la foule se dit, non, putain, c'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer ce show? Ah, machin. Elle appelle, comment il s'appelle, R-Truth et Carmella pour danser. En plus, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis 3 plombes à venir. Bref, là, c'était, moi, intérieurement, je pétais un câble, j'en pouvais plus, quoi. Je voulais que ça se termine. Et après, on a le main event entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. Vous connaissez le résultat. Becky Lynch a gagné. Becky a gagné sur un pin. Je sais pas si c'était préparé. Il y a eu un botch. Ils ont raté le finish. Je sais pas si c'est à cause de l'arbitre. Je sais pas si c'est à cause des catcheuses. Toujours est-il que le finish a été raté ou on va dire bâclé. Et quand il y a eu le 3, j'ai regardé Ali. Je me suis dit, c'est terminé. Genre ça, là, ce moment qui ressemble à rien, où il n'y a même pas la moitié de la foule qui se lève pour acclamer Becky Lynch, qui d'ailleurs, en passant, n'a pas fait une grande prestation pendant ce combat par rapport aux 2 autres catcheuses. Donc voilà, Becky Lynch qui gagne, de manière totalement plate, quoi, aucune émotion, enfin... Donc tout ça, c'est, après des mois d'anticipation, tout ça tombe complètement à plat. Pourquoi? Parce que là, quand le pin est arrivé, il était minuit 20, minuit 25. Et quand il y a eu le 1, 2, 3, alors là, je peux vous dire. Je sais que souvent, la foule part relativement rapidement des shows. Pas trop dans les petites salles, parce qu'on sait qu'en un quart d'heure, on est dans le métro, on est sorti, voilà, c'est vite fait. Quand on est en voiture, c'est un petit peu différent. Je me souviens de mon premier WrestleMania le 26 en 2010. Je mens pas, hein. D'ailleurs, Dimitri et Ishtou, que je salue chaleureusement, qui étaient avec moi ce jour-là, on est resté bloqué au même endroit, c'est-à-dire on n'a pas avancé de 1 cm, au même endroit pendant 1h30, même peut-être plus. Ishtou, c'est toi qui conduisais, donc peut-être que tu t'en souviens, mais au moins 1h30 au même endroit pour sortir du stade. Donc c'était un vrai calvaire, sauf qu'à l'époque, il faisait bon et il était que 21h, parce que comme on était sur le fuseau horaire de l'Ouest, le show avait commencé bien plus tôt. Il est commencé à 16h, je crois, le show avait duré 4 heures, ouais. Voilà, on était entre 20 et 21h. Bon, c'est pas un problème, je veux dire, il n'est pas 1h du mat, avec le calvaire dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, donc voilà, d'autres WrestleMania, les gens, même l'année dernière à la Nouvelle-Orléans ou en 2014 pour WrestleMania 30, il y a toujours un petit peu des festivités après qui se passent, etc. Les gens restent dans le stade en général. Là, je peux vous dire, au moment où les gens se sont rendus compte déjà que c'était 1, 2, 3, parce que il n'y a pas eu de soumission, le pin est arrivé comme ça un petit peu de nulle part, la marée humaine, vous ne pouvez pas le stade, je ne vais pas dire qu'il s'est vidé, parce qu'il faut quand même que 80 000 personnes sortent. Bon, c'était plutôt 70 000, je pense, mais ils étaient obligés d'annoncer un chiffre plus gros que WrestleMania 29. Toujours est-il que là, c'était une marée humaine qui, en un claquement de doigts, a quitté le stade pour partir le plus tôt possible. Et nous qui avons tracé, franchement, on a tracé pour sortir, il y avait déjà des milliers de gens qui attendaient pour le train, pour les bus et pour les taxis. Toute cette feud sur WrestleMania qui a duré des plombes, c'était une expérience... Alors, c'est WrestleMania, comme j'ai dit, c'est toujours fantastique, mais là où ça pose problème, et je suis très content parce que l'année prochaine, on va retourner à Tampa, dans 2 ans, visiblement, ce sera Los Angeles, donc la météo sera plus clémente. Mais je peux vous dire qu'être assis 7h30 dans le froid, avec en plus des choses dont on se fout, quoi, comme Baron Corbin. Enfin, et puis le match Daniel Bryan, Kofi Kingston, il était tellement bien, l'ambiance était tellement folle, la réaction était tellement forte qu'on est arrivé au maximum. Et après, ça ne pouvait que dégringoler jusqu'au main event. Donc pour ce WrestleMania, je veux dire que la première moitié, ou les premiers 2 tiers, ouais, à peu près 2 tiers, Daniel Bryan, Kofi Kingston, c'était à peu près aux 2 tiers, si on comprend le pré-show à peu près. Si le show s'était arrêté là, ça aurait été un super WrestleMania, tant en qualité de combat que en durée. Et malgré le froid, voilà, ça aurait pas trop posé de problème. Mais là, ça a duré plus de 2 heures de plus, il me semble, et c'était ingérable. Donc la WWE, peut-être que je vais être un des premiers à en parler. Moi, je vous l'annonce, l'année prochaine, il n'y aura plus de WrestleMania qui va faire 7 heures. C'est pas possible, ils l'ont fait 2 années de suite. Ça fait 2 ans de suite que quand les gens parlent du show, la première chose qu'ils vont dire, c'est que le show était trop long. Putain, c'est pas possible, 7 heures. 7 heures, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Donc je suis certain, allez, je mets pas ma main à couper, mais j'en suis certain, l'année prochaine, ce sera
pour la première fois un WrestleMania qui aura lieu sur 2 soirs. Alors j'ose espérer qu'ils vont pas faire deux shows super longs, mais malgré ça, je pense qu'ils vont peut-être faire 2 shows de 4 ou 5 heures, ce qui leur permettra de donner plus de temps à plus de choses, et puis on sera à Tampa en Floride, ce sera quand même un truc bien différent en termes d'expérience. Et puis après, il y a aussi la partie ego de Vince McMahon, parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu la New Japan, leur plus gros show de l'année, leur WrestleMania à eux, c'est le 4 janvier chaque année, Wrestle Kingdom. Et bien l'année prochaine, c'est pour la première fois le show qui aura lieu sur 2 jours. Et je pense que Vince McMahon, quand il sait ça, eh bien il se dit, enfin son ego lui dit que tu vas être obligé de le faire l'année prochaine. Donc c'est pour ça que par rapport aux 2 derniers WrestleMania qui étaient beaucoup trop longs, et ce qui se passe à la New Japan, eh bien je pense que Vince McMahon va se dire que l'année prochaine, il va faire un WrestleMania sur 2 jours. Mais au-delà de ça, il faut quand même rappeler que WrestleMania, c'est une fête absolument géante. Les 14 passionnés qui étaient avec Ali et moi-même, tout le monde a adoré ce show. Enfin, comme je vous l'ai dit, la première moitié du show, elle était super. Il y avait rien à redire. Mais voilà, le froid et la durée, ça fait que ça va pas. Et en plus de ça, donc c'est pour ça que ce rêve s'est transformé en cauchemar pour certains. Nous, c'était pas un cauchemar. Personnellement, c'était difficile. D'ailleurs, j'ai pas compris comment c'est possible qu'il y ait tant de gens en t-shirt et en short, 2 rangées devant nous. 2 rangées devant nous. Il y avait un mec qui avait une veste de baseball, vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, dans le show, je mens pas, le mec, il l'enlève et il se met en t-shirt. Et là, je regarde Ali, mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on a un problème, nous? On n'arrive pas à se thermoréguler, on n'arrive pas à se réchauffer comme ça. Pourtant, j'ai mangé des tenders, j'ai mangé des popcorn, j'ai mangé 2 fois des frites avec du fromage juste pour avoir un truc chaud dans les mains et dans le corps, quoi. Bref, c'était franchement compliqué, ouais. Et puis alors après, heureusement, Dieu merci, et là je vous le dis, je vous le dis comme je le pense, la WWE, je suis très content de ne pas avoir fait partie des milliers de gens qui ont été bloqués, soit au stade, soit à Secaucus au New Jersey. Après, une fois arrivé à New York, voilà, ça c'est pas un problème, mais c'est absolument inacceptable. Inacceptable. Que le New Jersey ait eu des problèmes de logistique, à la limite. Mais non, c'est pas ça, parce que la logistique, elle était super bonne, je vous l'ai dit en début de vidéo, le train partait, des centaines et des centaines de gens, peut-être 1 millier de personnes qui rentraient dans ce train, quoi. Donc au bout de 4 trains, nous on était dedans. Donc le New Jersey, ils ont bien géré le truc, les bus, ils étaient bien gérés. C'est simplement que il y a un moment au-delà duquel le transport public ne fonctionne plus, parce qu'on est en heure sup, etc. Et si personne ne prévient que la WWE sont les seuls débiles à faire un show qui termine à minuit 30 quand il commence à 17h, le New Jersey, dans leur tête, ils se disent pas que c'est possible. Si un match de foot commence à 17h, les gens ils sont sortis à 21h, 22h. Le 27 avril, on a vu les pubs, il y a le Supercross au MetLife. Le truc commence à 18h ou 19h, ça va pas finir à 1h du mat. Donc, c'est pas parce que la WWE vit dans son microcosme, dans sa bulle, que les gens doivent s'imaginer que voilà, ils sont assez fous pour faire un show qui va durer presque 8 heures. Nous, on est arrivé au stade à l'ouverture des portes, il était à peu près 15h30. Donc 15h30 jusqu'à minuit 30, je vous laisse calculer, ça fait 9 heures sur place. Dans aucun monde, ça n'existe, ça. Donc même s'il y a eu des moments mémorables, comme la victoire de Kofi Kingston, comme la victoire de Seth Rollins, comme... non, même pas la victoire de Becky Lynch, elle n'est pas mémorable, c'est un truc, voilà, franchement pour moi c'est déjà oublié. Malgré tous ces moments mémorables, ces grands moments qui resteront dans l'histoire de WrestleMania, au-delà de l'expérience télé qui a pu être un super pay-per-view pour ceux qui l'ont regardé sur le network, en live, c'était absolument pas le cas, et ça fait 2 WrestleMania de suite où la durée est clairement le plus gros problème pour le public, parce que la WWE, de plus en plus, j'ai l'impression, se fout complètement de son public, de gens qui vont payer des centaines et des centaines de dollars pour voir un ring microscopique, ou alors payer des milliers et des milliers de dollars pour voir le ring à peu près correctement. Ils se foutent de ce public parce que ce qui compte pour eux, c'est de dire que voilà, on avait 82 000 personnes, mensonge, qui ont regardé un show absolument incroyable, mensonge, pendant 7h30, vérité. Donc voilà, la WWE, il faut pas qu'ils oublient pourquoi ils sont là. C'est grâce à nous, ça faut pas l'oublier, et qu'ils revoient un petit peu leur manière de fonctionner, parce que la seule chose qu'ils ont dit suite à ce cauchemar, ce putain de cauchemar, ceux qui rentraient en taxi, ceux qui faisaient la queue pour le train au stade, ils étaient sous la pluie. Ceux qui étaient bloqués au New Jersey à la gare de Secaucus, c'est pas grave, parce qu'ils étaient dans la gare, ils étaient à l'abri. Mais ceux qui attendaient toujours au stade, il pleuvait, je veux dire, il faisait même pas 10 degrés, il pleuvait, putain de merde. Et tout ce qu'ils ont pu trouver à dire, c'est « on est désolé d'apprendre que certaines personnes ont eu des problèmes de transport ». Non mais putain les gars, enfin je veux dire, c'est tout.
Bref, voilà, je ne veux pas m'énerver plus que ça, mais il faut quand même mettre les points sur les i et dire quelle est la réalité de ce WrestleMania qui peut-être était vécu d'une manière différente par rapport à des gens qui étaient ailleurs dans le stade où il n'y avait pas autant de courant d'air. Donc déjà ça, évidemment, ça peut jouer. Et puis qui ont eu la chance de sortir. Alors voilà, parce que pour prendre le train, pour prendre les premiers trains, soit il faut être super bas, soit il faut partir avant le finish. Mais ceux qui étaient dans nos sections, section 200 ou les sections 300, ou même au milieu ou en haut des sections 100, s'ils ne sont pas partis avant le compte de 3, c'était impossible d'arriver au train. Il y a beaucoup de gens qui sont partis pendant le main event pour assurer leur retour à New York. Et ça montre bien que, aussi gros et historique le triple menace du main event ait pu être, eh ben, il y a des gens qui se sont dit, moi je m'en tape, je veux dormir, je veux rentrer chez moi, je veux partir d'ici. Quand les gens se disent je veux partir d'ici pendant WrestleMania, c'est qu'il y a un problème. Je dis pas que c'est tous, je dis pas que c'est une majorité, mais on a été des milliers, plus de 10 000 personnes, ça c'est mon estimation, plus de 10 000 personnes dans cette situation, qui, Dieu merci, n'a pas été celle de ceux pour qui c'était un véritable cauchemar. Donc pour conclure, ce WrestleMania, du très bon, du bon, et une piscine de chiasse avec ce qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est-à-dire un show de 7h30 et des matchs d'une demi-heure. Enfin, voilà, il faut que... Et si ce match d'une demi-heure a... Ça, je tiens à le dire, si ce match de Triple H Batista a duré une demi-heure, c'est tout simplement parce que Triple H ne peut pas ne pas faire un match d'une demi-heure pour être la star du show ou essayer d'être la star du show. Il faut qu'ils comprennent qu'on s'en tape. Aujourd'hui, on s'en tape, on veut plus le voir, c'est terminé. On s'en fout de ces entrées cinématographiques à la gros beauf américain pour faire style. Le mec est une star de cinéma, comme son pote Le Rock, qui lui, par contre, a réussi. Non, s'il avait voulu faire bien, il aurait fait un match de 12-15 minutes, et basta. Mais ça, ils sont pas capables de le faire, parce qu'ils ont plus le niveau dans le ring pour faire un bon rythme condensé pendant 12 minutes. Donc ils sont obligés de faire un truc, se reposer comme ça pendant 3 plombes, et ensuite aller au spot final. Et à la fin, ça dure une demi-heure, et on a juste une seule envie, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils se barrent, qu'on enchaîne avec la suite, et quand la suite arrive, on a encore une seule envie, c'est que ça se termine aussi, parce qu'on est là, d'une part pour le main event, et de manière comme ça progressive pendant le show, on est là pour rentrer, pour que ça se termine le plus tôt possible. Donc, un résultat live, franchement, très mitigé. Alors, ceux qui ont vécu le show avec nous, pour qui c'était leur premier WrestleMania, je sais que si j'avais été à leur place, j'aurais tout adoré, parce que le premier WrestleMania, c'est toujours la grande fête. Mais j'essaye de prendre un petit pas de recul pour analyser tout ça de manière objective par rapport à ce qui s'est passé dans le ring, ce qui s'est passé dans le public, ce qui ne s'est pas passé dans le ring et ce qui s'est passé après le show et quelles en sont les raisons. Et tout ça, ça fait que, voilà, je le redis, la WWE, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que bientôt vous allez gagner $1 milliard sur 5 ans juste avec des contrats télé qu'il faut oublier qu'il y a un public qui vous a permis de faire ce show, un public qui vous a permis de grandir depuis toutes ces années. Ce public dont vous vous foutez complètement aujourd'hui. Donc il va falloir que ça cesse et que ça change très vite. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Peut-être que j'étais un petit peu dur dans mes propos, mais je peux vous dire que heureusement que j'ai fait la vidéo maintenant quelques jours après, parce que si on l'avait shooté directement en rentrant à l'hôtel, ça aurait été autrement plus virulent et peut-être moins objectif. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ayant attendu, eh ben, on a vu ce qui s'est passé le lendemain. Enfin, on a vu le lendemain ce qui s'est passé pendant la nuit. Pendant que nous, on était au chaud, qu'on était en train de grignoter un petit bout de pizza avant de s'endormir, eh bien, il y avait des gens qui étaient sous moins de 10 degrés, sous la pluie, en train de se dire mais comment est-ce que je rentre sans payer un taxi à $150 parce qu'il n'y a plus de train, parce que la WWE a fait ce qu'elle veut sans rien dire à personne. Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours absolument amoureux de ce catch. Il suffit de voir le Raw du lendemain qui nous a comblés. Et c'est bien pour ça que l'année prochaine on y retournera, mais là on est sûr, même si l'année prochaine n'attend pas, le show dure 7h, 7h30, il fera 25 degrés, et là, eh ben les 7h30, on va les kiffer. Donc même si cette vidéo était, ouais, comme je l'ai dit, un peu très virulente, peut-être un petit peu dure, ça n'empêche pas que je compte déjà les jours pour pouvoir repartir à WrestleMania l'année prochaine avec Ali, avec d'autres passionnés, et voilà, parce que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un ou quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire quand c'est de la merde et quand ça nous plaît pas. Et ben là, c'est le cas. Et c'est aussi pour ça, c'est notre amour du catch et notre amour de la WWE avec laquelle on a grandi, qui me fait dire toutes ces choses, parce que je veux que ça change pour le bien. Si ça avait été une fédération indépendante ou une autre une grosse fête genre Impact, dont j'en ai rien à foutre d'Impact, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'aurais jamais eu l'idée de faire une vidéo critique sur Impact parce que je m'en tape. Sauf que la WWE, ça m'interpelle, ça me touche, donc c'est pour ça
que j'ai voulu mettre des mots sur un sentiment qui était partagé par beaucoup de monde. Donc c'est pas moi qui vis dans ma bulle, c'est vraiment un sentiment qui a été partagé par beaucoup de gens. Allez voilà, maintenant j'arrête pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo tournée aussi à New York, ce sera le vlog jour numéro 3. D'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire, pas grand chose si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.